Paul Bocuse avait 2 bacs. Tu le savais? Non. Le bac d'eau chaude et le bac d'eau froide. En Roncache, aujourd'hui, c'est 83 agences en propre, 90 à la fin de l'année. C'est 140 collaborateurs. Le chiffre d'affaires, donc cette année, on devrait finir toute activité confondue à 60 millions d'euros sur 2019. J'associe jamais le travail à un labeur. Enfin, il n'y a rien de plus chiant que de faire quelque chose quand on n'a pas envie de le faire. Alors que quand, justement, le travail, c'est la vie, la discipline est une rigueur qu'on doit avoir pour pouvoir se développer, le plaisir en découle. J'ai une famille un peu particulière, parce que j'ai un frère qui est trisomique. Et je pense que, comme la valeur travail que mes parents m'ont inculqué, le fait d'avoir grandi avec donc Stéphane, on a un regard sur la vie, un regard sur les gens qui est complètement différent. Parce que forcément, le regard que les gens avaient sur nous, et principalement sur mon frère, qui était différent, ont fait qu'on a grandi avec des valeurs différentes. Les dernières choses, la remise en question, qui a priori est particulière chez moi. J'ai aucune difficulté à me remettre en question et à avoir tort et à l'accepter pour refaire les choses totalement autrement. C'est un peu troublant. C'est-à-dire, quand c'est dans mon entreprise, je peux prendre une décision et parce qu'on est en train de m'expliquer que la décision que je suis en train de prendre est la mauvaise, alors je vais prendre tout son opposé. J'ai la chance d'avoir des parents qui bougeaient beaucoup. Ils avaient un métier qui nous faisait déménager. Et donc, je changeais d'école souvent. Et ils étaient gérants petit casino, donc ils étaient salariés de la maison casino. Et en fait, la vie de famille était la vie de travail. Je me rappelle, j'ai cette image enfant de descendre les escaliers, la tête enfarinée, je venais de me réveiller, le petit gamin de 8 ans que j'étais. J'ouvre les 2 portes qui séparent la cour du magasin de l'appartement. Je vais dans le rayon choco, ma brique de lait, je remonte. Je ne me pose pas la question s'il faut payer. Hop, je prends mon petit déjeuner, je redescends, avec mon sac, mon cartable, je fais un bisou à ma mère, je fais un bisou à mon père. Ils me font un câlin. Hop, je traverse la rue, je vais à l'école. Pas forcément un bon élève, pas un mauvais élève, voilà, un élève plutôt normal. Mais à un moment donné, peut-être une prise de conscience que certains professeurs ne nous font pas de cadeaux. Et pour ma part, c'était le cas. En fait, j'ai commencé en 6e en public. Oui. Et puis, le fait des déménagements, je me suis retrouvé dans le privé dès la 5e, mais avec un écart de niveau qui était considérable. Donc, même avec des cours du soir, c'était juste impossible. Et le prof d'allemand, lui, il estimait qu'on devait avoir le même niveau. Et c'était compliqué. Donc, on est reclassé un petit peu au fond de la classe. Puis, on se retrouve avec ceux qui sont plutôt en difficulté, alors qu'on n'était pas du tout en difficulté. Je me retrouve à redoubler ma 3e alors que j'avais mon brevet en poche, avec ce fameux prof d'allemand qui dit « De toute façon, Gerbert, tu l'auras jamais ». C'est quelque chose de très troublant. Donc, d'être pris à ce point comme ça, et puis diminuer systématiquement, parce que c'était un homme qui diminuait. Et redéménagement. J'étais à Oulin, et je me retrouve à Sainte-Foy-l'Argentière, dans les Monts du Lyonnais, dans un super collège super sympa. Et au bout de 2 mois, mes parents sont convoqués par la direction pour dire « Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il a 18, il fout rien. » Et donc, on finit par passer le brevet. Et en fait, je l'ai eu, mais sans forcer. Alors, ça m'a permis de découvrir les joies de la jeunesse. Et c'est vrai que quand on se retrouve donc, à redoubler sa 3e et qu'on finit donc, le 2e cursus sans forcer, donc on doit se positionner dans la vie active. Et là, je pense qu'on est un peu perdu. Moi, je faisais partie de ces jeunes qui ne savaient pas quoi faire. Mes parents étaient commerçants. Et je me suis dit, je vais faire comme mes parents, c'est le plus simple. Je sais faire. Avec mon frère, on remplaçait mes parents de temps en temps, on donnait des coups de main pour l'argent de poche ou autre. Et je me suis dit, voilà, je ne vais pas me casser la tête, je vais aller en bac pro de commerce. Mais il n'y avait plus de place. Donc un BEP de commerce, exactement. Donc ils m'ont mis en BEP de comptabilité en me disant, vous faites secrétariat comptabilité pendant 2 ans, puis après vous bifurquez, vous retournez en bac pro de commerce. Donc ce que certains dans ma classe ont fait. Mais moi, quand j'ai touché à la comptabilité, en fait, je trouve ça super intéressant, les mathématiques, la rigueur de la mathématique. Pour le coup, je passe le BEP et j'enchaîne derrière avec le bac pro. Je ne sors pas de ma filière pour aller en commerce et je reste en comptabilité.
pas du tout d'idée d'entreprendre à la base. Et bizarrement, ne pas appliquer tout ce que j'avais aimé pendant 4 ans, la comptabilité. Il y a un lien, en fait, dans notre famille, on a tous fait épicier. Et donc, je suis allé tout simplement prendre mon poste dans l'épicerie qui m'était réservée. Je me souviens, j'avais signé mon contrat avant d'avoir passé mon bac. Donc, je passais le bac. Le soir même, il fallait que je sois dans mon magasin pour la prise en charge de mon local et que mon père avait préparé au préalable 48 heures avant. Je devais avoir à peine entre 18 et 19 ans, je pense. Ah oui, donc tu apprends sur le tas, tu t'apprends tout, quoi, en fait. Oui, ouais, intégralement. Donc, la gestion, puisque chez Casino, la particularité, c'est qu'on ouvre son propre compte bancaire. Donc, il y a intérêt de faire les versements correctement et gérer tout ça. Mais la comptabilité m'a beaucoup servi, forcément. Donc, c'était naturel derrière. Après, comment tu décides à un moment de te dire, tiens, je me mets à mon compte, je commence une nouvelle aventure? Une rencontre. Ouais. Ouais. Alors, c'est la belle histoire. L'amie qu'on a depuis toujours qui nous avoue qu'elle est amoureuse de nous. Et puis, on finit par tomber des nues, parce que moi, j'ai toujours vu comme une meilleure amie. Et puis, 6 mois plus tard, elle est enceinte. J'avais à peu près une année d'expérience chez Casino à ce moment-là. Casino se rapproche de nous en disant, voilà, j'ai potentiellement un point de vente qui se libère. Potentiellement, vous pouvez vous positionner dessus pour l'acheter. Donc, on va visiter ce point de vente. Et donc, enceinte jusqu'en dessous des yeux. Et on l'achète. Comme je fais les choses plutôt rapidement, on enchaîne la deuxième et la troisième. Ouais. Donc, 2002 la première, 2003 la deuxième, 2005 la troisième. Ah oui. Et ta femme à ce moment-là travaille ou avec toi? Oui, c'est ça. Donc on tient l'épicerie à deux. Donc on organise toute la vie autour de ça. Quand on est épicier, on a une particularité, en fait, c'est que moi, j'ai jamais dit à mes parents, vous travaillez trop, je vous vois jamais. Donc mes parents, naturellement, m'ont appliqué la valeur travail. Et je pense qu'avec Valérie, on a voulu appliquer les mêmes choses, puisque quand on a acheté cette épicerie derrière, on a fabriqué toute une espèce de chambre, donc, dans lequel on mettait nos enfants pour faire la sieste et ainsi de suite. Donc même s'il faisait froid ou s'il faisait chaud, nos enfants étaient avec nous. Les filles grandissent, à un moment donné, ça pourrait être intéressant qu'on ait chacun notre épicerie. Puis surtout, j'ai mon meilleur ami qui me dit mon rêve, Christophe, ce serait de tenir un bureau de tabac. Je regardais un petit peu le village d'à côté, donc à 3 km, et je voyais qu'il y avait un truc qui marchait pas très bien à côté. Donc je finis par acheter l'épicerie Tabac Presse. Donc je m'associe avec mon pote Nicolas. Et quand tu achètes une épicerie presse, la presse, c'est l'enfer pour celui qui n'est pas discipliné. Mais moi, la discipline, c'est ma valeur. Depuis tout petit, en fait, j'ai toujours aimé les problèmes. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait des cours où on avait des problèmes. Donc, on avait l'énoncé, il fallait résoudre le problème. J'adorais ça. Tu vois, le truc dans le film avec Bruce Willis, là où il est avec des gallons d'eau et il doit, pour pas faire exploser la bombe. Moi, c'est par exemple le moment du film que j'adore, parce que voilà, il faut résoudre un problème. Et donc, oui, à chaque fois qu'il y a un problème logistique, donc c'est un problème. Et pour moi, c'était une vraie passion que de le résoudre. Et ce qui paraissait extrêmement compliqué devenait simple à partir du moment où on suivait la procédure. Donc, ma comptable de l'époque, dans son village, à côté d'Ambérieu-en-Bugey, me dit j'ai une épicerie qui va mal, le papa est décédé, les filles sont du mal. Est-ce que tu n'aurais pas l'idée de venir y jeter un œil? Donc, bien sûr que je suis allé jeter un œil, puis je l'ai acheté. Donc, voilà, j'ai acheté les 3e épiceries. Donc, c'est une espèce de passion naturelle. Et donc, on a 2 bureaux de tabac. C'est là que ça commence, en fait. L'histoire de l'entrepreneur commence là. Parce que dans les bureaux de tabac, il y avait une petite activité qui commençait à venir d'Allemagne, d'une société qui s'était spécialisée dans la proposition de services aux buralistes d'achat d'or. Donc, ils venaient dans les bureaux de tabac, ils venaient proposer aux clients donc, d'acheter de l'or. Et on a 3 filles, elles ont des boucles d'oreilles qu'elles perdent. La marraine d'une de nos filles est épouse de bijoutier, donc quelques bijoux en or qui ont été offerts, mais une boucle d'oreille perdue, qu'est-ce qu'on fait de la deuxième? On a plein de fermoirs, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, ce jour-là, j'ai un ami qui me dit, mais non, enfin, tu vas pas passer par eux. Je vais t'expliquer, tu vois, c'est très simple. L'idée hors en cash n'existait pas encore, mais elle commençait. Donc, il me donne une explication. Et moi, j'organise. Et ma comptable
me fait comprendre que je viens d'acheter un bureau de tabac que j'ai délocalisé dans l'épicerie, que j'ai un local vide. Elle me dit, tu le feras dans tes 2 bureaux de tabac si tu veux, mais tu auras au moins un siège social. Donc j'ouvre la première boutique hors en cash à Corbelin, avec mon épouse et avec cet ami là, qui m'avait conseillé en bijouterie, en se disant, voilà, on ouvre ça, on a tous nos vies, donc on travaille le mardi, jeudi, vendredi, 9h15, midi, 14h15, 16h15. Donc, c'est pas des grosses ouvertures. C'était juste pour partir au ski. On s'est dit, on garde l'argent. Et l'idée, c'était de partir au ski en famille, dans des clubs qui nous permettaient de poser nos enfants pour qu'ils apprennent à skier et que nous, on aille skier avec nos épouses. C'était juste ça. Au-delà du costume 3 pièces, en fait, il y a un homme simple. J'ai toujours aimé James Bond et la classe à l'anglaise, le côté gentleman, le côté bien structuré. Donc, j'ai toujours aimé ça. Déjà à l'école, j'avais pas le costume 3 pièces, mais j'étais toujours habillé, donc pantalon, chemise. Donc, j'étais pas en jean. Alors, l'épicier, forcément, ça collait pas. Je pouvais pas m'habiller en costume. Et quand j'ai créé Hors en Cash, je me suis dit, là tu peux porter le costume. Alors, devant les clients, je ne le portais pas. Tu as créé Hors en Cash pour ça, rassure-moi. Non. Et lorsque j'ai signé mon premier contrat de publicité, je dépensais ce jour-là l'équivalent de 3 fois de la rémunération mensuelle que je prenais. Et là, mon épouse, elle m'a regardé déconfite en me disant « Mais tu es complètement fou. Donc, comment on va faire si ça ne marche pas ?» Et je me suis dit « Mais moi, je ne roule pas sur l'or. J'ai un peu d'or. Si j'en ai moi à l'âge que j'ai, il y a d'autres personnes qui doivent en avoir aussi et qui sont dans le même besoin que moi. En fait, on ne sait pas quoi en faire. » Et j'ai dit « On va faire un spot sur ça. » Et Thierry Lanfray, je me rappelle encore, il m'a permis d'aller sur sa radio. Et l'histoire a commencé là. Et ça a marché tout de suite. Ce qu'on voulait faire en une année, on l'a fait en un mois. Et j'ai un couple d'amis un jour qui vient me voir et qui me dit « Mais ton concept, il faudrait que tu le fasses dans une plus belle ville. Regarde, une ville comme Bourgoin ou comme Voiron, donc qui sont des villes qui sont limitrophes de Corbelin. Voilà, tu aurais quand même plus de monde. » Du coup, j'ouvre les yeux et je me dis « Tiens, pourquoi pas ?» Et j'ai une opportunité à Voiron. Donc pareil, alors on faisait tout. Hein. On posait nos enseignes, on faisait le parquet, on refaisait un peu l'électricité. Et donc, ça a permis de se déployer, de conceptualiser plus facilement. Voilà. Et ensuite, ça s'est enchaîné. La première année, en 2010, je crois avoir ouvert 7 points de vente. On a fait plus de 4 millions d'euros. Mais après, ça va crescendo, en fait. Et en 2011, je suis passé de 7 magasins à plus de 30. Et là, c'était juste fou. Donc, mais pareil, j'ai un conseil qui est devenu un ami, qui m'entendait dire « Mais j'ai de la chance, j'ai eu la chance de... » Et à chaque fois, il me corrigeait, il me dit « Arrête avec le mot chance. Tu es un épicier en 2002. En 2007, tu deviens buraliste. En 2008, tu rachètes une épicerie. En 2009, tu crées Hors en Cash. Et 10 ans plus tard, tu es leader sur le marché. » C'est plus de la chance. Et on fait des choses incroyables. Gérer 83 points de vente non franchisés, en intégré, en 10 ans. On est les seuls en France. Donc, si on regarde en Europe, je crois avoir entendu dire qu'on était les seuls en Europe aussi. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années ? On va finir de mailler la France. Et on va s'attaquer à l'Europe. C'est l'idée. Tu croises Christophe Petit, tu sais ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dis à Christophe ? Rien, je crois que je le regarde. Parce qu'il ne le sait pas, mais il va certainement faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Génial, merci. Merci à toi. Ah, mais je me dis, ça peut être intéressant de ne pas trop le monter, ce format-là, cet épisode-là. Parce que vous, elle va m'en vouloir un peu. Non, mais